Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouvel update lecture. J'ai l'impression que ça fait des lustres que j'ai pas parlé face caméra, ça me fait tout bizarre. En fait, comme vous l'avez sans doute vu si vous suivez les vlogs, parce que j'étais quand même plus ou moins, on va dire, hein, moins que plus, mais un peu plus constante sur les vlogs que sur les updates lecture. Mais j'ai été en examen, j'ai eu beaucoup de déplacements en fait justement pour mes examens et du coup j'ai pas eu le temps de tourner des updates lecture, enfin c'était un peu compliqué, j'ai fait plein de déplacements, j'avais des examens à la maison qui sont pas forcément super bien passés, des révisions forcément avec tout ça, donc bref, ça a été un petit peu compliqué, donc là je suis en vacances, donc j'espère que je vais être un petit peu plus constante, mais j'ai eu vraiment ce syndrome du relâchement total en fait après les épreuves où vraiment la moindre obligation était compliquée à faire, donc à chaque fois je me disais il faut que tu tournes ton update, il faut que tu tournes ton update, et j'avais pas forcément l'envie, voilà. Et des fois je faisais plein de plans, et puis j'ai aussi vu pas mal de gens, parce que forcément quand je suis en révision, puis avec tous mes déplacements, c'était pas forcément super pratique pour voir des copains, enfin faire des journées filles, etc. Donc j'essaie de rattraper un petit peu le temps perdu, donc ce qui explique pourquoi j'ai pas été hyper présente. Et en plus de ça, la semaine dernière, donc là aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est jeudi 6 août il me semble, et le 2, dimanche dernier c'était mon anniversaire, donc on est sortis, et là il y a plein de familles qui arrivent de partout, bref, voilà, ça explique un petit peu pourquoi je suis pas aussi constante que d'habitude, mais bref, après cette intro hyper longue, on va attaquer du coup l'update lecture, puisque j'ai quand même pas mal de livres à vous lire. Alors c'est pas super en direct live, la chute, génial. Bon, ça va, il n'y a pas de casse, plus de peur que de mal. On l'a refait. Donc je disais, il y a pas mal de bouquins, j'ai pas tout lu cette semaine, hein, parce que je crois que du coup j'ai dû louper une semaine d'update. Donc il me semble que là il y a à peu près 2 semaines de lecture ou plus, mais franchement je suis un peu déphasée, j'arrive plus à me rendre compte de ce que j'ai lu, quand est-ce que je l'ai lu. Quand je monte les vlogs, j'ai vraiment une espèce de faille spatio-temporelle où je sais plus du tout où j'en suis. Donc bref, c'est soit le bilan de 2 semaines ou de 3 semaines, ou je sais plus. Je vais essayer de regarder et je vous dirai ça. On commence tout de suite du coup par une lecture dont je vous ai beaucoup parlé dans les vlogs. Donc j'ai lu le tome 2 des Arcanes d'Emra par Elina E.C. aux éditions Inceptio. J'ai l'impression de fangirler totalement sur cette trilogie, sur les éditions Inceptio, sur Elina. Je suis pas payée pour vous parler de tout ça, mais ça a été juste en fait, j'étais pas forcément dans une panne de lecture, hein, pas du tout. J'étais juste dans un mood où toutes mes lectures ne me satisfaisaient pas complètement, où à chaque fois il y avait toujours quelque chose qui me faisait un petit peu grincer, où j'étais pas totalement satisfaite, où je me disais ok, ça aurait été mieux si ça avait été fait comme ça ou comme si, etc. J'avais l'impression de tourner en rond, de toujours lire la même chose, d'avoir toujours le même ressenti après une lecture. Et quand j'ai lu le premier tome des Arcanes d'Emra, je me suis dit ok, là on est sur quelque chose où je suis emballée comme j'ai pas été emballée depuis un moment. Je sens l'histoire qui est inédite, qui est nouvelle, qui ne cherche pas à s'inspirer d'autres choses, parce que on a quand même souvent des espèces d'ersatz d'Harry Potter où tout le monde calque un petit peu sur sur le même schéma, et je m'étais dit mais franchement enfin un roman et une saga fantastique qui me hype à ce point là. Donc j'étais super contente, j'avais dévoré le tome 1, je vous avais fait déjà des chroniques, et quand j'ai reçu le tome 2, je m'étais dit non mais il faut que je finisse ma lecture en cours, parce qu'en plus de ça j'ai mes examens, je suis en révision, j'ai dû le recevoir je sais pas genre peut-être le vendredi, et moi j'étais en déplacement à l'école, et quand je suis revenue il était là, et du coup j'étais est-ce que je révise pour mes examens ou est-ce que je lis la totalité de ce roman de 500 pages comme ça le dimanche? Donc la réponse elle est très vite faite, c'est ce que j'ai fait le dimanche. J'ai mis un petit peu mes révisions de côté, je les ai très rapidement abrégées pour pouvoir me consacrer à ma lecture du tome 2 des Arcanes d'Emra, et oh mon dieu, je n'ai pas du tout été déçue. Bon, c'est toujours très difficile de vous parler d'un tome 2, mais donc dans ce tome, on suit toujours Aline qui va découvrir encore plus de choses sur elle, sur ses pouvoirs, sur qui elle est, sur sa famille, sur son héritage familial, et
Je vais pas vous en dire plus parce que moi je trouve que ce qui a été fait, ça a été génial. Donc on avance un petit peu plus dans sa relation avec Lucas, son coéquipier. Il se passe des choses en fait entre tous ses amis au sein de l'organisation. Il y a des drames, il y a des choses qui vous crèvent le cœur, il y a des choses qui sont mystérieuses. On apprend plein de choses sur l'organisation, sur le domaine, sur l'univers, sur tout ça. Et j'ai trouvé que c'était encore une fois fait avec brio puisque on apprend aussi beaucoup de choses sur Maël, donc son colocataire fantôme qui la suit partout. Voilà, je veux pas en dire plus parce que moi je lis même pas en fait la 4e de couverture honnêtement quand je l'attaque, donc j'en sais pas plus. Mais je pense qu'il faut voilà, juste vous montrer mon enthousiasme et mon excitation par rapport à cet univers et cette trilogie. Donc voilà, on avance un peu plus dans la vie d'Aline, mais tout se complexifie forcément parce que l'histoire se complexifie, on apprend un petit peu plus l'univers, qui elle est, pourquoi elle est là, quel est son rôle en fait, et j'ai trouvé que c'était passionnant, et j'ai trouvé que l'écriture et le génie d'Elina, c'est vraiment pour moi illustré dans ce tome 2. Souvent on dit les tomes 2, ouais c'est des tomes de transition, etc. Pour moi, pas du tout. J'ai trouvé qu'on voyait vraiment toute l'adresse qu'elle avait dans son processus d'écriture, puisque comme je l'avais dit dans un vlog, à chaque fois elle avait la possibilité de prendre une voix qui était très convenable, très conforme à ce qu'on aurait pu attendre dans un roman et dans la littérature fantastique. Elle aurait pu prendre des choses avec prudence, voilà, un certain confort dans l'écriture qui ne challenge pas ses personnages et non plus le lecteur, et en fait elle le fait jamais. À chaque fois elle prend la voix qui est la plus difficile à traiter, je pense en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, ça doit être difficile de traiter tout ça, et elle nous met, nous, en tant que lecteurs, dans une position où on va réfléchir, et je trouve qu'il y a vraiment... C'est pas du tout des messages cachés qui sont censés vous apprendre des vérités absolues sur le monde, sur la vie, etc. Mais c'est juste en fait cette espèce de dualité, de nous montrer qu'il n'y a pas le bien, le mal, que les anges, on a beau penser que c'est des anges, hein, comme on dit, voilà l'expression, mais pas du tout. Il y a quelque chose de plus complexe puisque l'humain est complexe. Là, en l'occurrence, les anges sont complexes. Et il y a quelque chose qui est pas du tout manichéen. Il y a quelque chose qui est exceptionnel dans le traitement de toute la complexité humaine, hein, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup ça, c'est un peu traité dans tous ces personnages. C'est il n'y a pas le gentil de service, il n'y a pas la méchante de service, il y a quand même à chaque fois une discussion, une construction des personnages qui fait que c'est pas blanc ou noir, comme pour les anges, il y a les anges classiques on va dire et les anges noirs, mais encore une fois c'est peut-être pas aussi simple. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment la richesse et l'instruction de ce tome 2, c'était que tout n'est pas si simple dans la vie, comme dans une réalité différente où on va recueillir, chercher les âmes et les guider vers Emra. Enfin, il y avait quelque chose vraiment qui était absolument fascinant dans ce livre. Et à chaque fois, j'étais je vais pas dire voilà, j'étais subjuguée avec des étoiles dans les yeux à chaque page, mais en tout cas je trouvais qu'il y avait une construction qui était vraiment recherchée, il y avait vraiment un beau travail dans l'écriture. Ce dénouement, ça m'embête de pas pouvoir vous en parler plus parce que j'ai juste envie d'en parler. Moi, à chaque fois que je ferme le tome, je vois mon chéri qui met en pause sa série, qui me dit ok vas-y, raconte-moi tout ce que tu as envie de me raconter, parce qu'il sait que je vais en parler pendant des heures, donc c'est un peu ce que je fais à chaque fois. Mais je trouve qu'il est génial et je peux que vous recommander, parce que si vous aimez les anges, si vous aimez les âmes, si vous aimez en fait toute cette ambiance avec le truc de rejoindre la lumière et ces gens qui doivent encore rester pour accomplir quelque chose ou pas, enfin... Et puis il y a aussi un aspect psychologique énorme, hein, parce que quand on va dans les affres, donc comme je vous ai expliqué, les affres en fait c'est le terrain de jeu des anges noirs, donc c'est des anges qui ont choisi le côté un peu néfaste et qui coincent en fait des âmes après leur décès dans les affres, donc où en fait ils font un peu des pièges, elles sont bloquées puisque ça se joue de leur plus grande peur. Et en fait de par ce terrain là, elle aborde plein de choses, et là dedans donc on retrouve en fait elle va essayer de récupérer Marion qui était une âme perdue dans les affres. Et c'était fascinant. Donc je peux que vous conseiller cette trilogie. Là j'ai le tome 3 en ma possession, je suis trop heureuse, j'attends juste d'être tranquille pour pouvoir le dévorer, mais vraiment foncez parce que c'est très riche, c'est très bien construit, l'univers il change de tout ce qu'on peut lire et voilà, c'est génial. J'ai lu Quelques notes d'amour et d'oubli de Graeme Simsion aux éditions Pocket.
Ce roman, ça a été vraiment un petit coup de cœur pour moi. Je l'ai adoré, je l'avais trouvé en fait un jour j'attendais, mon chéri était chez le coiffeur et je traînais à la Fnac et j'avais vraiment pas de budget pour m'acheter des livres, donc je prenais en fait en photo les livres dont la quatrième de couverture me plaisait. Je l'avais vu et quand la boutique d'occasion Gibert sur Rakuten avait fait des soldes sur les occasions, je l'avais trouvé je crois à 3 euros parce que je m'étais fixé comme limite 3 euros, donc j'étais super contente, il était vraiment tout neuf. Et donc dans cette histoire on suit Adam, je crois que c'est dans les années 90, donc il est informaticien et il est rentré dans un programme, enfin dans un travail où il a la possibilité d'aller sur différents sites et donc en 89 il arrive à Melbourne, il connaît pas trop de monde et puis de toute façon il compte pas s'attacher puisqu'il doit rester seulement 6 mois, mais il a pris comme habitude en fait d'aller dans un bar où il joue du piano puisqu'il y a un véritable ancrage musical dans sa vie du fait de son père qui a été certes très absent toute sa vie mais qui lui a légué l'amour de la musique et du piano et donc il joue dans ce bar du piano pratiquement tous les soirs. Et un soir il y a une jeune femme avec des joues tigrées de larmes de mascara qui s'approche et ils vont partager plusieurs chansons ensemble. Il va y avoir un peu un déclic entre les deux et c'est le début de son histoire d'amour avec Angelina. Sauf qu'Angelina est mariée, c'est une star d'une petite série locale en Australie qui a plutôt du succès, donc elle est potentiellement reconnaissable. Et il va être emporté un petit peu dans ce milieu, dans sa difficulté. Elle s'est mariée très jeune, sauf que ça marche pas forcément avec son mari. Lui se retrouve un petit peu entre tout ça, il sait qu'il est fou amoureux d'Angelina, mais en même temps il peut pas s'attacher parce que 1, elle est mariée, 2, il va repartir. Donc en fait on suit toute leur histoire d'amour, mais l'élément déclencheur de ça c'est je crois 30 ans après à peu près, oui c'est ça, à peu près 30 ans après, il vit sa vie tranquillement en Angleterre, il s'est marié avec Claire et il reçoit un jour un mail d'Angelina qui lui dit simplement coucou. Par toute une série d'événements, il va plus ou moins se séparer de sa femme pendant un temps, il va rejoindre Angelina avec son mari à elle a eu des enfants, ils se retrouvent 30 ans plus tard pour mettre ou pas un point final à cette histoire inachevée dans les années 90 et j'ai trouvé que c'était merveilleux. Alors c'est une très belle histoire d'amour qui ne finit pas exactement comme on aurait pu l'imaginer, il y a un tournant psychologique dans cette histoire moi que j'ai énormément apprécié. Ça parle beaucoup je trouve du mariage, des difficultés du mariage, de conserver un mariage, ça parle des amours de jeunesse, de l'amour éternel, de l'amour passionnel ou de l'amour un peu plus standard comme on pourrait le qualifier, de se marier, avoir des enfants et de vivre d'amour et d'eau fraîche alors que la passion qui est dévorante, déchirante. Ça parle de tout ça avec énormément d'anecdotes musicales, moi j'adore ça, hein. Je pense que je le dis peut-être assez souvent, j'adore l'empreinte musicale dans les livres, pour moi ça crée vraiment un milieu et une atmosphère dans le roman que j'apprécie beaucoup. Enfin voilà, c'était... moi j'ai dévoré ce roman, j'avais du mal à le lâcher, j'ai adoré la plume de l'auteur que j'ai trouvée assez incisive, assez grinçante. Je lis pas beaucoup en fait d'histoires d'amour racontées du point de vue d'un homme. Donc là le narrateur c'est Adam et j'ai trouvé que c'était super intéressant d'avoir son point de vue parce que on a tendance des fois à penser que y a que les femmes qui peuvent raconter l'amour, hein, un espèce de truc un peu misogyne où il y a que les femmes qui peuvent écrire des poèmes sur l'amour, voilà. Mais là c'était fait super bien, enfin je trouvais que... tout était parfait. Tout était parfait, la direction de l'histoire, cette complexité qui en est ressortie à la fin, qui m'a vraiment surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai dévoré, c'est une lecture à lire, à conserver, à partager et à dévorer à n'importe quelle période de l'année, donc je vous le recommande à 100%. J'ai fait une seule lecture VO ce mois-ci et j'ai donc lu Daisy Jones and the Six, donc en VO, aux éditions Simon & Schuster par Taylor Jenkins Reid. Je pense que vous avez dû peut-être pas mal le voir sur Instagram en ce moment, sur les vidéos. Je l'ai pas trop vu en vidéo à vrai dire parce que les filles que je suis, c'est pas forcément leur genre. Mais en tout cas il a été traduit en français en grand format aux éditions Charleston et là il est sorti tout récemment, je pense juste avant l'été, en poche aux éditions 10-18, c'est avec le même nom en français. Donc voilà, je pense que vous l'avez pas mal vu et moi ça m'avait pas mal intriguée. En plus j'ai vu que Reese Witherspoon a dit qu'elle l'avait lu en une journée, donc
Super. Bon, je plaisante un peu, la vie de Reese Witherspoon, c'est pas forcément un gage de qualité pour moi, enfin ça m'importe pas trop. Mais bref, donc j'ai lu ce roman en VO que j'ai clairement dévoré. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire... Ah bah super, je l'ai mis à l'envers, je me rends compte. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un roman. En fait, ça raconte l'histoire de Daisy Jones and the Six. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est sous forme en fait d'interview. Donc je sais pas si vous allez voir en fait si je zoome. Mais vous voyez, il y a chaque personne qui raconte, et donc on ouvre un petit guillemet et elle vient nous raconter une partie de l'histoire sur un thème. Donc c'est fait de manière chronologique, mais voilà, du coup il y a chaque personnage qui s'ajoute et qui raconte. Qui est Daisy Jones and the Six? On va commencer par là, ce sera un petit peu plus simple. Eh bien, Daisy Jones, c'est une jeune fille qui était un peu ce qu'on peut appeler une hit girl. Donc, elle avait un père qui était photographe et une mère qui était mannequin. Et tout le monde était subjugué par Daisy Jones qui avait une grosse frange, qui avait des cheveux très longs, presque rouges et des yeux bleus comme personne n'en avait jamais vu. Elle était absolument hypnotique, elle ensorcelait tout le monde. Et elle a toujours voulu, en fait, écrire ses propres chansons, être parolière et faire de la musique. À côté de ça, on suit les frères Dune, notamment Billy, donc le leader, qui ont leur groupe de musique qui va plus ou moins cartonner. Et puis un jour, par une grande coïncidence de label et de manager, ils vont devoir collaborer et créer donc Daisy Jones and the Six, qui va être un des plus gros groupes, un truc mythique des années 60-70. Comme je l'ai dit juste avant, j'adore la musique, c'est une partie hyper importante de ma vie. Ici, il y a les livres, de l'autre côté, là-bas, et bah, il y a une quantité de vinyles incroyable. J'ai toujours baigné dans la musique, j'ai toujours été fascinée notamment par les années 60-70. J'ai lu toutes les biographies, j'ai vu tous les biopics des plus grands musiciens de ces époques. J'adore ça. Donc quand j'ai vu ce livre, je me suis dit non mais franchement ça a l'air trop cool. Et donc en fait on suit bah voilà la construction, la destruction du groupe, on suit la vie en fait des gens, de Daisy Jones qui était vraiment cette fille que tout le monde admirait mais qui était presque toxique pour les autres et pour elle-même, qui était dans la drogue, qui était dans l'alcool, qui avait aucune limite. Et on suit tout ce milieu des fêtes énormes après les concerts, de ces gens qui sont hyper entourés mais finalement qui sont très seuls, qui consomment au début parce qu'ils pensent que c'est rigolo mais qui se rendent compte en fait petit à petit que c'est juste parce que c'est des gens perdus et qui ont besoin d'aide et qui savent pas comment appeler à l'aide. Enfin, il y a tous ces sujets, moi, que j'aime beaucoup, en fait, sur les icônes des années 60-70, notamment, parce que c'était vraiment encore plus libéré que maintenant. Donc, quand les gens étaient consommateurs de drogue, ils étaient sacrément consommateurs. Et j'adore cette période musicale. Et du coup, il y a tout ce côté, les démons de chacun qui vont ressortir, en fait, dans les chansons. Et il y a forcément un aspect un petit peu amoureux entre Daisy et Billy, mais pas comme on l'attendrait en fait. Donc voilà, moi j'ai adoré ce bouquin, je l'ai dévoré. L'anglais était très accessible, si vous posez la question, franchement c'est vraiment, il y a un petit peu d'argot sur la drogue, mais en soi je pense que c'était hyper abordable, on voit très facilement de quoi on parlait. J'ai trouvé qu'il y avait une grande complexité de l'humain là-dedans et que c'était mais tellement réaliste. En fait à la fin j'étais presque convaincue que ce groupe existait. Donc vous avez toutes les paroles à la fin des chansons et j'avais juste envie d'aller le rechercher sur Spotify. Et si je connaissais pas à peu près tous les grands groupes mythiques de cette époque, j'aurais pu me tromper et penser réellement que c'était une véritable biographie sous forme d'interview rapportée comme ça. Et c'était génial, donc je peux que vous conseiller ce livre parce que j'ai passé un super moment de lecture. Vous avez dû le voir avec mes 3 lectures précédentes, ça a été presque à chaque fois des coups de cœur. J'ai adoré ma lecture, j'avais presque rien à en redire, mais il fallait bien qu'il y ait une fausse note dans cette belle lecture. Et alors là, c'est je pense la pire lecture que j'ai fait depuis le début d'année, et c'est l'irrésistible histoire du café Myrtille par Marie Simsos aux éditions Nil. Comme quoi, on peut pas toujours tomber dans le mille, puisque ça faisait partie de la même cuvée Gibert d'occasion sur Rakuten que j'avais pris en photo quelques jours auparavant à la Fnac et que j'avais très envie de lire, qui est sorti aux éditions 10-18 en poche, je crois. Et je m'étais dit, non mais franchement, ça a l'air d'être la lecture feel good parfaite. On suit du coup une avocate new-yorkaise qui arrive dans le, je crois que c'est dans le Beacon, ouais c'est ça, sur les traces en fait de la vie de sa grand-mère, puisqu'elle doit remettre une
une lettre à son premier amour dans le Beacon. Donc elle va forcément prendre dans le petit hôtel un peu trop mignon, cosy, qui est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, qui est habituée au luxe très froid, très glacial et très design. Elle se retrouve dans un truc hyper chaleureux où on veut la gaver de muffins à la myrtille. Donc je m'étais dit non mais franchement parfait, c'est pile la petite lecture qui me convient bien. Souvent que, en plus de ça, moi je joue le jeu. Quand je prends une lecture feel good, je sais à quoi m'attendre, je sais qu'il va y avoir une romance, je sais tout ça, je la vois dès le début, mais c'est un peu le jeu en fait. Quand vous avez, c'est comme une pièce de théâtre, vous avez les personnages présentés petit à petit, à part avoir un gros dénouement où il y a un mec sorti de nulle part qui emporte la belle alors qu'on l'a pas vu pendant toute la pièce, on sait quand même que l'histoire va se passer entre les premiers personnages qui sont dépeints tout au fil de l'intrigue. Donc on est rarement surpris par une romance. Mais je joue le jeu parce que je sais que bah voilà, c'est un peu le lot de ce genre-là. Mais alors là, franchement, c'était effroyable. Je suis désolée de dire ça, et voilà, mais gardez vos sous parce que sur le papier, sur la 4e de couverture, ça a l'air top, ça a l'air vraiment génial. Et franchement, c'était un ramassis de clichés, de kitsch, de remarques misogynes, de tout. Franchement, il n'y avait rien qui allait. En fait, donc on suit cette avocate qui arrive et dès le début, ça a ni queue ni tête. Elle prend des photos sur un pont où elle n'avait pas vu qu'il y avait marqué qu'il fallait pas du tout marcher dessus parce qu'il était un peu vieux et dangereux. Elle tombe à l'eau. Il y a un mec qui va la rattraper, franchement, avec cette musculature incroyable, et du coup il la récupère. Et puis elle est là, mais non, moi j'ai pas besoin d'aide, franchement, je suis une femme indépendante, je peux me débrouiller. Lui il est là, mais non, pas du tout, vous avez bien vu que vous allez vous noyer, nanana. Donc il la récupère, il sort, et là, qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'être sauvé de la noyade? Et qu'on est fiancé, et bah on roule le plus gros patin du monde à un inconnu qui vient de vous sauver. Classique, franchement, ça se passe toujours comme ça. Donc elle roule un patin à ce mec-là, et directement, là je suis en premier chapitre, hein, je vous spoil rien du tout, c'est le premier chapitre, et bah forcément, ce baiser va remettre en question toute sa vie, toutes ses fiançailles avec son autre, son mec, je sais même pas comment il s'appelle, qui lui est, il s'appelle pas, non, Roy c'est l'autre. Bon, je sais plus, avec donc son fiancé qui est également un riche avocat de New York. Et du coup, et ben voilà, en fait, elle va le voir partout, il va la troubler, dès qu'il va toucher sa main, ça va être oh là là, mais quelle décharge d'énergie. Bref, franchement, j'ai jamais lu un truc aussi kitsch, j'ai jamais lu un truc aussi prévisible, j'ai jamais lu un truc avec autant de clichés, enfin... Et en fait c'était même pas doudou et réconfortant parce que c'était ridicule. Moi j'ai pas d'autres mots, c'était vraiment ridicule. J'ai l'impression que c'était bah voilà, la formule magique, c'est une nana qui vient, c'est toujours le même truc hein, avec la nana pétée de pognon qui s'est barrée de son petit village familial, qui revient et à qui on veut apprendre les grands principes de la vie, qui lâche homme, enfant, job, tout ce que tu veux pour souvent en plus de ça se récupérer le mec qui fait souvent un travail manuel, hein, pas du tout, alors qu'elle c'était la grande intellectuelle qui a fait de l'argent avec les affaires, la finance et nanana. C'était nul, franchement c'était horrible. Le truc je l'ai lu mais vraiment j'aime pas trop abandonner les livres et je me suis dit bon allez il faut quand même que je donne une chronique constructive et puis que j'abandonne pas au bout de la première page quoi, des premiers chapitres, mais franchement c'était terrible, c'était vraiment terrible. Donc passez votre chemin parce que il y a beaucoup mieux à lire en feel good doudou réconfortant que ça, c'était un enfer. Donc voilà, là je l'ai gardé pour vous le chroniquer parce que j'aime bien avoir le livre et j'ai pas le logiciel pour le mettre là, vous savez, en image, je suis pas encore assez high tech, mais c'était terriblement nul. Franchement, j'ai rien d'autre à dire, c'était horrible. J'ai beaucoup de livres bleus là, je pense qu'il y a une petite thématique de bleu. J'ai lu le tome 6 pardon, de Gardien des Cités Perdues, Nocturna aux éditions Lumen par Shannon Messenger. Bon, je sais pas si je vous présente vraiment, hein, parce que Gardien des Cités Perdues, voilà, j'en ai pas parlé récemment, mais normalement je lis... Oh, mon marque-page. Je lis un tome par mois, puisque je crois qu'il y a jusqu'au tome 8, donc sorti en librairie, et le tome 9 est annoncé début 2021.
Donc je m'étais dit voilà, si j'en fais un par mois comme ça, j'aurai une petite latence sur la dernière période de l'année et puis je pourrais attaquer direct. Donc j'ai fini le tome 6 qui était vraiment une énorme brique, je crois qu'il faisait à peu près 800 pages. Je crois que ouais, ça peut être ça, il faisait à peu près 800 pages. J'étais super contente de retrouver Sophie, Fitz, Biana, Dex, Kif, tout ça. Enfin voilà, moi j'adore cet univers. Je sais pas si ça sert à quelque chose encore une fois de vous les présenter. Tout se complexifie, on avance un petit peu dans l'histoire et puis voilà, je vais pas en parler. On est au tome 6. Tout ce que je vais dire va vous spoiler totalement sur les autres trucs. Donc voilà, je préfère ne pas vous parler vraiment de l'histoire. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon tome. C'était pas mon préféré parce que moi j'avais trouvé que le 4 et le 5 ils avaient été genre incroyables, vraiment. Ils ont été, pour moi c'était peut-être mes préférés, enfin vraiment être au cœur du truc. Donc là je sens que ça se ralentit un petit peu et j'ai lu plein d'avis pas terribles sur le tome 7 où on me disait que franchement il avait pas de raison d'être celui-là et que c'était juste pour faire un petit peu patienter avant les intrigues. Donc à mon sens c'est un peu la partie 1 du dernier Harry Potter version film, le truc un peu transition. Bon, il y a eu quand même des choses qui sont passées, on a appris des trucs, je me suis pas du tout ennuyée là-dessus, mais voilà, c'était légèrement inférieur au tome précédent, mais en tout cas j'adore toujours mes lectures. C'est des énormes briques, à chaque fois je les lis en 2-3 jours parce que je suis à fond dedans, qu'une fois que j'ai mis le nez dedans j'ai juste envie de le finir. Donc pour moi mon amour pour Gardien des Cités Perdues est toujours intact et j'ai hyper hâte de lire la suite, même si j'ai eu voilà, un petit avis, j'ai lu des avis un peu négatifs sur le 7. Je l'ai quand même acheté là pour mon auto-cadeau d'anniversaire et du coup j'ai hâte de continuer, mais moi j'adore toujours Gardien des Cités Perdues et en plus ils sont trop beaux là avec toutes ces tranches, j'adore, c'est vraiment ma petite saga chouchoute. Et enfin, j'ai lu un seul roman graphique, parce que voilà, tout c'était un peu décousu, donc les dimanches graphiques, bof. Donc j'ai lu Derrière le ciel gris de Sugaru Miyaki et illustré par Landro aux collections Moonlight chez Delcourt. Apparemment, c'est une nouvelle collection. En fait, j'avais vu ce roman, je m'étais baladée en librairie, j'avais vu la couverture, le titre qui m'avait fait envie, ce bleu très, très fort et un peu mélancolique. Et j'avais lu brièvement sur la 4e de couverture que c'était quelqu'un qui poussait les gens au suicide. Je l'avais un petit peu oublié et je suis retournée dans ma librairie spécialisée BD manga et j'ai dit à ma libraire préférée 3 mots-clés, ciel, bleu, suicide, et du coup elle me l'a retrouvé, donc voilà, j'étais contente. En fait dans ce manga qui est très court, c'est un tome 1, donc je sais pas si la suite est annoncée, on suit en fait au tout début un narrateur, une voix off qui explique qu'en fait il s'imprègne des gens, il prend leur contrôle et puis il va nettoyer, c'est un nettoyeur. Il va ranger la vie des gens, c'est-à-dire faire le rangement dans son appartement, s'isoler petit à petit, montrer tous les côtés taciturnes, mélancoliques, dépressifs des gens juste avant le suicide et puis les pousser au suicide. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas le pourquoi, mais en tout cas on a le comment. Et puis il va trouver une nouvelle cible, donc cette jeune fille dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée pour les mangas, c'est pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est juste que c'est des noms compliqués et j'oublie à chaque fois, mais comment donc elle s'appelle? Aozora. Voilà, Aozora. Donc il va s'attaquer à Aozora, sauf que là il se dit mais c'est bizarre. Déjà elle se rend compte que je prends le contrôle d'elle. Elle résiste et en plus de ça, elle a juste l'air d'être déjà prête, d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour se suicider. Et donc on va suivre en fait la rencontre de ces deux personnages, de ce nettoyeur et de cette jeune fille qui en fait effectivement attend juste tranquillement de soit se suicider elle-même, soit que le nettoyeur le fasse pour elle. Elle a juste plus du tout envie de vivre et on va suivre tout ça et on va apprendre que peut-être elle... c'est pas une personne lambda, c'est pas une cible normale et il y a peut-être un lien entre les deux, enfin voilà. J'ai bien aimé ce tome qui était très court, très introductif, mais en tout cas je trouve que l'ambiance est sympa. C'est assez glauque, mais en même temps c'est pas non plus effroyable, enfin ça m'a pas filé le bourdon, j'ai juste envie de découvrir le pourquoi du comment justement et j'ai bien aimé cette ambiance, c'était assez rigolo. Les dessins sont pas foufou, ils sont pas moches, mais franchement je trouve que l'histoire elle sort vraiment
vraiment de l'ordinaire et j'ai vraiment hâte de continuer l'intrigue parce que c'était plutôt pas mal. Et puis oui, il y a un petit côté psychologique, il y a un petit côté socialement inadapté, mélancolie, tout ça que moi j'apprécie beaucoup. Donc ouais, c'est plutôt pas mal, j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire certains de mes coups de cœur parce que vraiment là j'ai fait des très bonnes lectures, j'étais super contente. J'espère surtout que vous aurez eu envie de lire Les Arcanes Nemra parce que vu la propagande que je fais avec cette trilogie, si vous n'avez pas envie de le lire, je sais plus quoi faire. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez déjà lus, ceux que vous avez envie de lire, si peut-être vous les avez dans votre palle ou que ça vous a donné envie. Et puis comme ça, on papote ensemble. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.